Un agent étranger arrive au Burkina Faso avec une valise lourde, remplie de 5 milliards de francs CFA, pour acheter une trahison décisive. Quand l'offre s'est finalement présentée, le refus net des soldats fait éclater au grand jour une opération d'ingérence bien plus vaste que le simple renversement d'un chef d'État. Que révèle ce moment de bascule sur la loyauté de l'armée, sur la solidité du peuple et sur la place d'Ibrahim Traoré dans cette guerre silencieuse pour l'avenir du Sahel? Derrière cette scène apparemment isolée, c'est tout l'équilibre politique, militaire et symbolique d'un pays qui vacille. Cette affaire n'est pas seulement une tentative de corruption avortée. Elle expose l'ampleur réelle d'un réseau d'ingérence décidé à tester les failles d'un pays placé sous tension permanente. La promesse ici est simple. Comprendre comment un complot pensé pour être invisible a fini par révéler, pièce après pièce, les vulnérabilités, mais aussi les forces d'un État confronté à des pressions extérieures. Au cœur de cette dynamique se trouve un enjeu essentiel pour le Burkina Faso. Préserver une souveraineté constamment menacée par des puissances, pour qui la région du Sahel représente un espace stratégique déterminant. La survie institutionnelle dépend alors de la capacité à identifier rapidement les leviers de manipulation et à y répondre avec une cohésion militaire et civile suffisante pour éviter l'effondrement. Mais un point trouble demeure. Si un émissaire étranger a pu s'introduire aussi facilement, combien d'autres opérations parallèles restent invisibles aux yeux du public? Cette interrogation ouvre une brèche qui redéfinit les risques immédiats et futurs pour un pays placé au centre d'une compétition géopolitique intense. Deux éléments cruciaux émergent dès le début de l'enquête. La somme exacte de 5 milliards de francs CFA et la rapidité avec laquelle les soldats ont signalé la tentative de corruption. Ces deux données, présentées presque simultanément, renversent l'hypothèse d'un complot discret et dévoilent au contraire une opération structurée, financée et coordonnée au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce premier dévoilement oriente immédiatement la lecture des événements. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais du fragment le plus visible d'un réseau beaucoup plus vaste, dont les ramifications incluent des acteurs locaux et des agents formés à l'étranger. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré devient un point de convergence plutôt qu'un simple rôle institutionnel. Les tentatives passées d'assassinat, les initiatives de déstabilisation et les pressions exercées sur les officiers burkinabés trouvent ici un fil conducteur, celui d'une lutte pour empêcher l'émergence d'un leadership africain indépendant. Au moment même où le Sahel est redevenu un espace convoité, le capitaine se retrouve ainsi à la jonction d'un récit national et d'un affrontement géopolitique où chaque décision, chaque refus, chaque arrestation fait écho à des agendas extérieurs opposés à la souveraineté régionale. Autour de ce noyau, le paysage interne révèle une autre couche de tension. Les forces armées, bien que solidaires dans cet épisode précis, évoluent dans un environnement saturé de tentatives d'influence. Les officiers formés en France, les circuits financiers opaques, les communications interceptées entre contacts étrangers et relais locaux montrent que la loyauté n'est jamais acquise, mais continuellement disputée. C'est dans cet entrelacement que s'inscrit la réaction des soldats. Leur refus marque un point d'appui pour reconstruire la cohésion, mais souligne en même temps la fragilité persistante du système. Le dernier élément du contexte réside dans la population. Les manifestations de soutien, loin d'être spontanées ou anecdotiques, s'intègrent dans un mouvement plus large où la défense d'Ibrahim Traoré devient l'expression d'un refus collectif de l'ingérence. Ce soutien, bien qu'essentiel, fonctionne aussi comme un signal d'alerte. La pression extérieure, si elle persiste, pourrait transformer cette unité en enjeu d'affrontement géopolitique beaucoup plus violent. Dès les premières heures suivant l'échec de la tentative de corruption, plusieurs protagonistes deviennent essentiels pour comprendre la dynamique interne du Burkina Faso. Les soldats ayant refusé l'argent jouent le rôle de premier repère. Leurs gestes, loin d'être symboliques, révèlent un seuil de loyauté qui surprend même les organisateurs du complot.
Ce refus déclenche immédiatement une chaîne d'actions administratives et militaires destinées à contenir l'ingérence avant qu'elle ne s'étende davantage. Dans ce mouvement, l'appareil sécuritaire se transforme en guide temporaire de la situation. Les contrôles renforcés, les interceptions de communications suspectes et les premières arrestations montrent que les autorités cherchent à reprendre l'initiative. Ces décisions, bien que techniques, façonnent que les heures critiques où le pays tente d'éviter que l'étincelle initiale ne se transforme en déflagration politique. Parallèlement, un deuxième personnage collectif se dessine, la population civile. Les manifestations observées dans les rues ne servent pas uniquement à exprimer un soutien émotionnel. Elles fonctionnent comme une démonstration de cohésion nationale face aux acteurs étrangers. Cette mobilisation précoce influence directement la manière dont les autorités burkinabées s'organisent, car elle crée un espace psychologique où la peur de l'ingérence se transforme en revendication de souveraineté. Enfin, les premiers impacts concrets apparaissent. Les relations diplomatiques se tendent, les réseaux corrompus commencent à se révéler, et les forces extérieures comprennent que leur opération n'est plus invisible. L'ensemble de ces éléments redéfinit le terrain et place chaque acteur devant une même question. Jusqu'où cette confrontation peut-elle s'étendre si les tentatives se multiplient? Tout commence par l'arrivée silencieuse de l'agent étranger, porteur d'une mission précise et d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA. Le déclencheur est simple. Offrir l'argent, tenter de fracturer la chaîne de commandement, puis provoquer l'effondrement du gouvernement. Mais la réaction est immédiate. Les soldats refusent. Ils préviennent leur hiérarchie. Le complot perd son effet de surprise. Ce premier échec place l'ingérence sous une lumière inattendue et force les acteurs extérieurs à accélérer, à improviser et à multiplier les tentatives de pression. La mécanique du complot entre alors dans sa phase de climax. Les autorités burkinabées réagissent en cascade. Les contrôles se renforcent, les communications suspectes sont interceptées et plusieurs complices locaux sont interpellés. La tension monte dans les rangs, car les premiers indices montrent que l'opération dépasse largement le cadre d'un simple achat de loyauté. En parallèle, l'analyse des preuves recueillies, documents financiers saisis, transferts d'argent anormaux, conversations entre agents locaux et étrangers dévoilent une structure bien financée et déterminée. Le rôle d'Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce dispositif. Toute l'opération vise à tester, contourner ou briser son influence politique et son soutien militaire. Le climat géopolitique du Sahel amplifie cet affrontement. La région attire depuis longtemps des acteurs extérieurs cherchant à imposer leurs priorités économiques et stratégiques. Dans ce contexte, chaque découverte, chaque arrestation, chaque refus militaire restructure le rapport de force. Le climax absolu survient le 8 novembre 2024. Ce jour-là, l'agent étranger est capturé avec la fameuse valise remplie de 5 milliards de francs CFA. Le symbole est écrasant. Le financement direct du complot est matérialisé, visible, incontestable. Pour le pays, ce moment marque une victoire psychologique et institutionnelle. Pour les réseaux extérieurs, il signale un revers majeur, révélant la vulnérabilité de leur relais interne. Mais la victoire n'est qu'apparente. À mesure que l'affaire éclate, les réactions extérieures se multiplient. Des officiers burkinabés formés à l'étranger sont identifiés comme points de fragilité potentielle. Des forces internationales, notamment européennes, se retrouvent associées à des tentatives d'influence plus larges dans la région du Sahel. La communication entre conspirateurs, interceptée puis analysée, montre une détermination persistante à faire tomber le gouvernement en contournant les échecs initiaux. La phase de Duchon démarre alors. À l'intérieur du pays, le soutien populaire envers Ibrahim Traoré augmente. Les manifestations se densifient, créant un rempart symbolique contre les pressions extérieures. Dans les pays voisins, cependant, les tentatives de déstabilisation s'amplifient.
signe que les forces extérieures cherchent à déplacer la pression vers d'autres points faibles régionaux. Cette propagation confirme que le Burkina Faso n'était qu'un élément dans un plan beaucoup plus large visant à remodeler le Sahel. L'ensemble du processus, du déclencheur initial au climax du 8 novembre, puis au du champ diplomatique et politique, redéfinit la situation. Le pays n'a pas seulement déjoué un complot, il s'est exposé comme un acteur central d'une lutte géopolitique ouverte, où chaque succès risque de déclencher une contre-attaque plus vaste. Les preuves matérielles recueillies après l'échec du complot constituent l'un des volets les plus déterminants de l'affaire. Elles ne se limitent pas à des témoignages ou à des suspicions. Elles forment un ensemble cohérent de documents, d'enregistrements et d'éléments financiers qui démontrent la structure réelle du réseau d'ingérence. La première donnée chiffrée indispensable est la somme de 5 milliards de francs CFI, retrouvée dans la valise de l'agent étranger lors de son arrestation. Cette somme représente, dans la logique opérationnelle du complot, un outil destiné à acheter la loyauté militaire, et son existence matérielle confirme que l'ingérence ne reposait pas sur une hypothèse, mais sur une tentative active d'inversion du pouvoir. Une telle quantité d'argent révèle également l'ampleur des moyens mis en œuvre pour atteindre le cœur du commandement burkinabé. Un deuxième repère quantifié découle de la chronologie. L'arrestation de l'agent étranger le 8 novembre 2024, date qui marque une rupture entre la phase clandestine et la phase exposée du complot. Ce moment précis, replacé dans le fil des événements, montre que le réseau extérieur a été contraint de réagir plus tôt que prévu, signe que la résistance interne avait efficacement perturbé la progression de l'opération. La fixation de cette date permet d'ancrer le tournant géopolitique dans un cadre temporel clair, essentiel pour comprendre la rapidité avec laquelle le Burkina Faso a tenté de reprendre le contrôle narratif et institutionnel. Un troisième élément chiffré provient des montants financiers en millions de FCFA, identifiés dans les transferts suspects liés au financement des agents locaux. Ces flux, bien que non détaillés dans leur intégralité, constituent une preuve solide de la volonté des acteurs extérieurs de multiplier les relais internes par des récompenses monétaires ciblées. Chaque transfert analysé fonctionne comme une pièce du puzzle démontrant que la stratégie extérieure reposait sur la corruption progressive de segments spécifiques du système national. Au-delà des chiffres, l'interprétation des preuves montre que ces éléments ne sont pas isolés. Les communications interceptées entre agents locaux et intervenants étrangers renforcent l'idée d'un réseau organisé, structuré et motivé par des objectifs dépassant largement le Burkina Faso. Les documents financiers retrouvés lors des perquisitions complètent ce tableau. Ils révèlent l'implication de personnalités influentes et la présence de circuits destinés à soutenir des actions clandestines contre le gouvernement. La position d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une lecture plus précise du dispositif. Les chiffres mis au jour ne servent pas uniquement à illustrer un complot. Ils mettent en évidence un affrontement dans lequel les ressources financières, les réseaux formels et les tentatives de manipulation convergent vers un même objectif: tester la résistance d'un pays dirigé par un homme devenu symbole de souveraineté. Les résultats de l'enquête montrent que, malgré la puissance des moyens extérieurs, la cohésion interne, militaires loyaux, population mobilisée, institutions vigilantes, a limité l'impact immédiat du complot. Les preuves quantitatives ne résolvent pas tout, mais elles structurent une conclusion essentielle. L'ingérence était réelle, organisée et financée, avec une ampleur qui confirme que le Burkina Faso faisait face à un projet dépassant sa seule scène nationale. Ces éléments, replacés ensemble, redéfinissent la lecture du conflit et éclairent les défis qui attendent encore le pays. Deux lectures principales structurent le débat autour de la crise au Burkina Faso. La première repose sur la thèse de l'ingérence extérieure. Selon cette perspective, le pays subit une pression historique exercée par des puissances cherchant à maintenir leur influence politique
économique et stratégique dans la région du Sahel. L'envoi d'un agent porteur de 5 milliards de francs CFA, les documents financiers saisis, les transferts d'argent suspects, ainsi que l'implication de réseaux d'officiers formés à l'étranger deviennent, dans cette analyse, des preuves directes d'une volonté organisée de renverser un gouvernement devenu trop indépendant. Cette ligne de pensée estime que les événements récents ne sont que le dernier épisode d'une longue série d'interventions extérieures destinées à remodeler l'équilibre africain. La deuxième lecture, en apparence opposée, insiste sur la souveraineté nationale et sur la capacité interne de résistance. Elle met en avant l'unité militaire observée lorsque les soldats ont refusé la tentative de corruption, la mobilisation civile massive et la solidarité entre institutions. Dans cette approche, la véritable force structurante ne vient pas des acteurs extérieurs, mais de la cohésion interne. Le complot échoue non pas parce qu'il était mal conçu, mais parce qu'il s'est heurté à un socle de loyauté capable de tenir face à la pression. La résistance populaire, les arrestations rapides et la réaction des autorités deviennent ici les éléments clés, expliquant la stabilité préservée. La synthèse, le Stillman, ne cherche pas à choisir entre ces deux positions, mais à reformuler l'argument le plus solide de chacune. Les preuves matérielles et financières confirment que l'ingérence est bien réelle et structurée. Toutefois, les faits montrent également que cette ingérence n'a pu progresser précisément parce que les segments internes essentiels ont résisté. Les deux thèses ne s'annulent donc pas, elles se complètent. L'ingérence extérieure explique l'origine de la crise. La résilience interne explique pourquoi elle n'a pas abouti. Ensemble, elles dessinent une conclusion claire. L'avenir du Burkina Faso dépendra à la fois de la vigilance face aux acteurs étrangers et de la capacité à maintenir la cohésion nationale qui a déjà démontré son efficacité. Un basculement apparaît soudain. Ce moment charnière se produit lorsque les autorités comprennent que l'opération déjouée n'était pas seulement une tentative de corruption, mais la partie émergée d'un dispositif transnational impliquant des relais locaux, des officiers formés à l'étranger et des financements destinés à remodeler la scène politique du Sahel. Ce glissement transforme l'affaire. On ne parle plus d'un incident isolé, mais d'un révélateur stratégique, un point où les intentions extérieures deviennent visibles malgré elles. Dans cette phase médiane, l'image d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Là où il semblait simplement résister à une pression extérieure, il devient désormais un acteur dont la position influence directement les réactions internationales. Son maintien au pouvoir, son soutien populaire et la cohésion militaire qui l'entoure réorientent la trajectoire du conflit, obligeant les forces extérieures à revoir leur levier d'action. Un autre élément crucial surgit, la découverte de réseaux élargis de financement et d'acteurs économiques qui participaient à la déstabilisation au-delà du cadre politique. Cette révélation élargit la nature du risque et montre que le Burkina Faso était au centre d'un dispositif visant non seulement le pouvoir, mais aussi l'accès aux ressources et aux points d'influence régionales. À ce stade central, une certitude s'impose. Le conflit ne sera plus jamais traité comme une simple affaire interne. Les effets de l'échec du complot se déploient simultanément sur 4 plans distincts, chacun révélant une transformation profonde du paysage burkinabé. Ces conséquences, bien que différentes dans leur nature, convergent vers une même réalité. Le pays se retrouve désormais au centre d'un affrontement géopolitique où la souveraineté, la sécurité et l'équilibre régional deviennent des enjeux interdépendants. Sur le plan national, institutions et cohésion interne. La première conséquence apparaît dans la consolidation interne. Le refus des soldats et les arrestations qui suivent renforcent la confiance dans les institutions, donnant un crédit supplémentaire à un appareil d'État souvent présenté comme vulnérable face aux influences extérieures. La figure d'Ibrahim Traoré devient un pilier symbolique de cette unité. Les autorités, convaincues par la solidité de la réaction initiale, intensifient les enquêtes
et confronte les réseaux corrompus. Cette dynamique génère un sursaut institutionnel où la lutte contre l'ingérence devient une priorité nationale. Toutefois, cette cohésion doit être interprétée avec prudence. Si la pression extérieure s'accentue, cette unité peut être mise à rude épreuve. Sur le plan diplomatique, relations extérieures et tensions accrues. Sur le plan géopolitique, l'affaire provoque une crispation immédiate. Les puissances impliquées dans l'opération de déstabilisation, directement ou indirectement, adoptent une posture prudente, mais les tensions s'amplifient dans les discours et les positions publiques. Pour certains États occidentaux, la réaction du Burkina Faso est perçue comme un défi à leur influence historique dans le Sahel. Cette perception entraîne un durcissement diplomatique qui complexifie les partenariats existants. En revanche, d'autres pays africains voient dans la résistance burkinabé un exemple à suivre, créant une polarisation régionale qui redessine les alliances. La situation pousse enfin le Burkina Faso à chercher un modèle de coopération fondé sur la souveraineté et non sur la dépendance. Sur le plan socio-démographique, perception publique et mobilisation. La population burkinabé réagit avec une intensité notable. Les manifestations de soutien ne se limitent pas à des démonstrations ponctuelles. Elles forment un mouvement structuré, porteur d'un message clair, contre l'ingérence. Ce soutien populaire devient l'un des atouts majeurs du gouvernement et d'Ibrahim Traoré dans sa résistance. Il crée en même temps une dynamique sociale où la notion de souveraineté se transforme en revendication identitaire. Cependant, cette mobilisation comporte des risques. Elle peut devenir une cible privilégiée des forces extérieures, cherchant à fracturer la société à travers la désinformation ou les tensions internes. 4. Répercussions régionales et stratégie du Sahel. Le Sahel ressent les secousses de l'affaire. Dans les pays voisins, des pressions étrangères s'intensifient, preuve que le complot déjoué n'était qu'un maillon d'un dispositif plus vaste visant plusieurs États simultanément. La capture de l'agent étranger et la révélation des réseaux financiers modifient l'équilibre régional. Certains gouvernements renforcent leur coopération sécuritaire, tandis que d'autres deviennent des terrains d'influence plus visibles pour les puissances extérieures. Le Burkina Faso, en résistant, expose malgré lui les lignes de fracture géopolitique du Sahel, ce qui pourrait entraîner une reconfiguration durable de la région. À l'issue de ces 4 dynamiques, un constat s'impose. Les conséquences dépassent largement les frontières nationales. Elles repositionnent le pays et son dirigeant au cœur d'un jeu d'intérêts où chaque avancée peut déclencher une réaction en chaîne. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'évolution du Burkina Faso, dont la position géopolitique fragilisée par le complot déjoué laisse entrevoir plusieurs trajectoires possibles. Ces scénarios, fondés exclusivement sur les dynamiques déjà présentes dans les événements relatés, permettent d'imaginer les contours d'une région où la souveraineté, la pression extérieure et les équilibres internes seront mis à l'épreuve. Dans un scénario de base, continuité sous pression. Dans cette projection, le pays parvient à maintenir une stabilité relative tout en faisant face à des tensions persistantes. Les autorités poursuivent leurs enquêtes, démantèlent des réseaux corrompus et renforcent la vigilance sécuritaire. Mais les pressions extérieures se poursuivent sous des formes plus diffuses. Les alliés régionaux apportent un soutien partiel, tandis que certaines puissances extérieures restent déterminées à influencer les choix stratégiques. Ce scénario suppose un équilibre instable, où la cohésion interne joue un rôle central pour éviter de nouvelles tentatives de déstabilisation. Dans un scénario optimiste, consolidation interne et réaffirmation souveraine. Ici, les institutions burkinabées capitalisent pleinement sur l'élan créé par l'échec du complot.
La cohésion militaire, la mobilisation populaire et les révélations financières permettent une restructuration profonde des mécanismes de sécurité. Le gouvernement renforce ses alliances africaines, attire des partenariats fondés sur le respect mutuel et réduit progressivement la marge d'action des acteurs extérieurs. Dans ce contexte, la région du Sahel pourrait bénéficier d'une dynamique plus stable, entraînée par l'exemple burkinabé d'une résistance réussie aux ingérences. Dans un scénario pessimiste, retour des fractures et instabilité élargie. Ce scénario s'appuie sur un possible durcissement des forces extérieures qui auraient perdu un levier stratégique majeur. Si elles décident d'intensifier leurs initiatives clandestines ou de s'appuyer sur des relais internes fragiles, le pays pourrait connaître une nouvelle tentative de déstabilisation. Les tensions sociales s'amplifieraient, la cohésion militaire serait testée et les répercussions se propageraient aux pays voisins, où les lignes de fracture géopolitique sont déjà visibles. La région pourrait alors entrer dans une spirale d'instabilité durable. Une recommandation de lecture pour le public. Face à ces trois perspectives, l'approche la plus utile n'est pas de prédire l'issue, mais de comprendre les conditions qui permettront au pays de minimiser les risques: vigilance institutionnelle, transparence, cohésion sociale et capacité à anticiper les stratégies extérieures. C'est dans ces paramètres que se joue réellement l'avenir des 6 à 12 prochains mois. Les événements qui ont frappé le Burkina Faso ne relèvent pas uniquement d'une intrigue géopolitique ou d'un affrontement entre puissances. Ils touchent des individus, des familles, des communautés, et c'est à ce niveau que les répercussions deviennent les plus tangibles. Comprendre ces effets permet au public de saisir que cette affaire dépasse les frontières diplomatiques. Elle interroge directement la place du citoyen face aux forces qui cherchent à remodeler son avenir. Pour ce premier groupe, ceux qui vivent l'insécurité au quotidien, pour les habitants confrontés à la fragilité politique et aux menaces extérieures, l'affaire révèle combien la stabilité reste un combat permanent. Chaque tentative d'ingérence, chaque complot déjoué, rappelle que leur quotidien dépend d'un équilibre souvent invisible. Le public peut se reconnaître dans cette tension, car elle renvoie à la question universelle de la sécurité et de la confiance envers les institutions. Pour le deuxième groupe, les jeunes générations en quête d'un avenir. Pour la jeunesse, l'affaire fonctionne comme un miroir. Elle montre que les jeux de pouvoir extérieur peuvent influencer les perspectives économiques et sociales. Cette prise de conscience nourrit à la fois l'inquiétude et la détermination. L'inquiétude de voir leur futur conditionné par des forces extérieures, mais aussi la détermination à soutenir des choix politiques qui renforcent l'indépendance nationale. Le public peut y trouver une réflexion sur la manière dont les influences globales façonnent les opportunités locales. Pour le troisième groupe, la diaspora et les observateurs extérieurs. Pour ceux qui regardent la situation de loin, l'affaire rappelle que les enjeux africains ne sont jamais isolés. Elle révèle l'importance de comprendre les dynamiques régionales plutôt que de se limiter aux récits simplifiés. Le public extérieur, souvent exposé à des narrations fragmentées, peut y voir une invitation à suivre les événements avec attention plutôt qu'à travers des impressions rapides. À travers ces trois prismes, l'affaire burkinabé devient plus qu'un événement politique. Elle devient une matière à réflexion pour quiconque se demande comment un peuple peut défendre son autonomie. Face aux révélations et à la persistance des pressions extérieures, les autorités burkinabées doivent envisager un parcours clair pour renforcer la souveraineté nationale. Cette feuille de route, fondée sur les dynamiques déjà présentes dans les événements, ne propose pas des mesures nouvelles, mais organise les réponses déjà amorcées. Elle vise à consolider ce que l'épisode du complot a rendu visible. Un État qui doit protéger ses institutions, ses citoyens et la stabilité régionale dans un environnement sous tension. Étape 1. Assainir les réseaux. Internes fragilisés. Les enquêtes ayant révélé des complicités locales, l'une des premières priorités consiste à poursuivre méthodiquement le démantèlement des circuits corrompus.
Cette action permet de réduire les points d'entrée utilisés par les acteurs extérieurs. Elle installe une base institutionnelle plus solide pour la suite du processus. Étape 2. Structurer la cohésion militaire autour d'un commandement unifié. Le refus initial des soldats constitue un atout significatif. Le renforcer implique de consolider la discipline, la loyauté et la formation interne. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme élément stabilisateur, car elle cristallise la défense de la souveraineté face aux pressions étrangères. Étape 3. Développer une stratégie de sécurité préventive. Les interceptions de communication montrent que les opérations d'ingérence peuvent évoluer rapidement. Une stratégie préventive consiste à systématiser la surveillance, renforcer les unités dédiées et établir des protocoles d'alerte capables d'anticiper des tentatives similaires. Étape 4. Renforcer les alliances africaines déjà mobilisées. Les réactions régionales prouvent que d'autres pays du Sahel sont affectés par les mêmes dynamiques. Coopérer davantage permet de réduire la marge d'action des acteurs extérieurs et d'installer une stabilité collective. À travers ces étapes, il devient possible de transformer une crise en un levier structurel permettant au pays de consolider durablement ses défenses.